des mots, Yvan Amar. Bonjour, et aujourd'hui entrer dans la danse, non seulement entrer dans la danse, mais entrer dans la danse des mots parmi les sapeurs. C'est aujourd'hui le jour des sapeurs du français, des émissions qui, tous les vendredis, s'intéressent plus particulièrement aux façons dont on parle le français loin de France, hors de France, dans le sud en général, souvent en Afrique, et aujourd'hui ce n'est pas en Afrique qu'on va, c'est en Haïti, grâce à vous, au brillant Damus. Alors, bienvenue et merci beaucoup d'endosser les habits du sapeur d'aujourd'hui pour nous parler du français d'Haïti, qui est un français tout à fait particulier du fait qu'il cohabite avec d'autres langues, et notamment le créole. Alors, est-ce qu'il y a des inclusions de créole qui sont importantes dans le français qu'on parle en Haïti? Est-ce que la présence du créole, elle se sent, elle s'entend, elle se remarque, Aubryon? Oui, le créole en Haïti, le créole et le français, sont deux langues coexistantes. Donc il y a, je dirais, une relation osmotique et d'influence. Osmotique, une relation osmotique. Qu'est-ce que c'est que ça, une relation osmotique? Donc les deux langues se compénètrent. Voilà, elles se compénètrent. Voilà, c'est ça qui est osmotique. Une influence entre les deux langues. L'une influence l'autre. Il y a du créole dans le français et du français dans le créole. Effectivement. On comprend. L'une contribue à l'enrichissement de l'autre. Je comprends. Ouais. Alors donnez-nous quelques exemples de ces enrichissements. En quoi, justement, vous qui vivez en France depuis 4 ou 5 ans maintenant et qui avez vécu auparavant en Haïti, vous avez une bonne expérience pour comparer le français qu'on parle en France et le français qu'on parle en Haïti. Donnez-nous quelques exemples des différences, justement, entre ces deux français. Donc, quelques exemples de différences. Et on peut, envisager ces différences sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan phonétique et phonologique. C'est-à-dire ce qu'on entend, c'est ça, le plan phonétique et phonologique. Voilà. Donc c'est-à-dire que les francophones d'Haïti n'ont pas les mêmes habitudes articulatoires que les Parisiens. Donc le français de Paris qui est le français de référence, le français normal, pour reprendre une expression du feu linguiste haïtien Paul Pompidou. Donc par exemple la prononciation de l'air. Donc on dit la que prononciation de l'air. Du l'air. Ouais, les Haïtiens sont herbivores, donc ils mangent l'air. Oui. Donc ils mangent le air. Le air. Ah voilà. Oui. Alors qu'à Paris vous avez l'impression qu'on respire le air. Qu'on fait épiphaniser cet air à Paris, alors qu'en Haïti on va épiphaniser cet ressortir. Voilà. Ah, oui. L'exprimer, voilà, la faire ressortir, voilà. Alors qu'en Haïti, donc, cette terre, on la mange, voilà. D'accord. Donnez-nous un exemple, justement. Et, par exemple, si travail, on dit travail, on ne sent pas l'air. Rat, on dit rat, roi, R-O-I, voilà. L'air ne se prononce pas dans ce mot, voilà. Vous voulez dire qu'on dit en français le roi, en faisant ressortir le R, c'est-à-dire la première lettre. Parce qu'en Haïti, on dit roi. Le roi. Le roi. C'est-à-dire que l'air s'évapore d'une certaine façon en Haïti. Oui, effectivement. Donc l'air se confond à la semi-voyelle ou à la semi-consonne oui, qui se représente dans l'alphabet par la lettre en W, voilà. Ouais, d'accord. Alors, d'un point de vue du vocabulaire, donnez-nous quelques exemples justement de ce français haïtien tout à fait particulier. Est-ce qu'il y a des mots du créole qui vont intégrer le français et qui vont se comporter presque comme si c'était des mots français? Effectivement, il y en a beaucoup. Le problème est qu'en Haïti, il y a des réalités. Donc, pour exprimer ces réalités, il n'y a pas de mots français disponibles. Or, il y a des mots créoles qui permettent d'exprimer ces réalités. Alors, donc, quel genre de réalité? L'écrivain n'a pas le choix, ou bien les chercheurs n'ont pas le choix, il est obligé d'intégrer ces mots dans sa production, dans ses écrits. Par exemple, le mot ongan, le mot zombie, le mot mambo, par exemple, le mot médecin-feuille, docteur-feuille. Donc, ce sont des emprunts, je dirais, formels à la langue créole, des mots qu'on a empruntés. Ouais. Alors, quel est le premier que vous avez prononcé, Aubryon? Ongan. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ongan? Un ongan. Donc, il y a plusieurs variantes de ces mots. Ongan, gangan, ougan. Oui, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un ongan, c'est un prêtre guérisseur
Un prêtre guérisseur. Donc ça n'a rien à voir. Qui, pour guérir des malades, doit être possédé par des lois guérisseurs. D'accord. Voilà. Donc là, on fait appel à des traditions, de rituels qui s'apparentent peut-être au vaudou. Et il faut bien préciser que cet onguent n'a rien à voir avec ce qu'on entend par onguent en français, qui représente une pommade. Ça, c'est un mot complètement différent. C'est un autre onguent. Effectivement. Onguent, O-N-G-U-N-T. Voilà. En français, ça n'a rien à voir avec le mot onguent en français. Ouais. Qui désigne donc un prêtre guérisseur, voilà, et qui doit être possédé pour guérir des individus qui sont atteints d'une maladie surnaturelle, comme on dit, voilà. Donc, et cette personne peut utiliser des plantes, je dirais, des plantes guérisseuses, voilà. Des plantes guérisseuses. Oui, elle connaît les vertus thérapeutiques des plantes locales, voilà. Et il y en a autant à la campagne qu'à la ville, des onguents. Est-ce qu'il y en a plus dans certaines régions? Il y en a beaucoup plus à la campagne. Oui. Et comme il est urbain. Il y en a beaucoup. Par exemple, moi, je suis originaire d'un quartier rural qui s'appelle Anous. Et il y a beaucoup de onguents dans ce quartier. Voilà. Et ils sont très connus. Il y en a qui ont plus de réputation que d'autres. Effectivement. Il y en a qui ont une très bonne presse aux yeux des membres de la communauté par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent régulièrement des traitements et puis ils ne taxent pas trop le client, etc. Et puis ils utilisent ce qu'on appelle les lois de la Guinée, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est que ça, les lois de la Guinée? Les lois de la Guinée, c'est des lois que la personne a reçues en héritage. Par exemple, son grand-père était onguent et puis à la mort de celui-ci, donc on lui a transmis le métier lors d'un songe, bien lors d'un rêve, etc. Donc c'est à la fois un métier et un don. Effectivement, c'est un don. Donc la personne est devenue malgré elle onguent, ou bien onguent. Donc c'est ce genre de onguents-là qui opèrent du bon traitement. Il y a aussi des charlatans, des gens qui improvisent le métier et puis qui veulent voler l'argent des gens. Voilà, ceux qui bousillent le métier, quoi. Ça existe aussi, c'est vrai. Alors, quels autres mots nous avez-vous promis tout à l'heure, là? Parce que vous parliez des onguents, vous parliez aussi du mambo. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un mambo? La mambo, c'est... Ah, une mambo, c'est du féminin? Ouais, c'est du féminin. C'est une prêtresse, ou une guérisseuse, qui a la même fonction que le onguent. C'est-à-dire que cette personne, pour guérir des malades, doit être possédée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et à l'occasion, elle utilise des plantes guérisseuses. Possédée, c'est-à-dire qu'il y a des lois en Haïti, il y a des esprits guérisseurs qui possèdent la personne. C'est ça qu'on appelle les... La personne doit entrer en transe, voilà. Les lois, c'est ça? Les lois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la personne et le onguent, comment on dit ça, et réalise et trace un verre, on appelle ça verre. Ouais, le mot verre, c'est un mot qui a été emprunté au Créole haïtien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un verre? Le verre, c'est une figure géométrique, un cercle, et qu'on trace avec de la farine de maïs. On dit du maïs ou du maïs en Haïti? On dit maïs. Ouais, la prononciation. En Haïti, on dit maïs, parce qu'ici, on dit maïs. Et le mot maïs, le mot maïs, c'est un amérindianisme. Il a été emprunté à la langue amérindienne, à la langue des Indiens, voilà, d'Amérique. Donc, la personne trace un cercle avec de la farine de maïs ou bien de la cendre de bois et elle dessine l'animal qu'elle va sacrifier, voilà. On appelle ça vévé. C'est une figure géométrique, voilà, donc qui est très symbolique, voilà. Et en la traçant, la personne s'oriente vers les 4 points cardinaux. C'est une figure magique et symbolique, voilà. Alors, il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit, au bouillon? Oui, c'est par exemple le mot zombie.
Alors, le mot zombie, il est assez connu en Assez France, connu. même très connu, mais certainement avec un sens moins particulier. Moins particulier. Voilà. Il est plus banalisé, on va Effectivement, dire en banalisé. français. C'est pas du tout le même sens. Hein. À mon avis, c'est l'un des mots immortels des dictionnaires français. Donc, je sais pas s'il est immortel, mais il est arrivé dans le vocabulaire français. Pas depuis si longtemps que ça. Hein. Depuis 1832. Oui, mais il n'était pas du tout connu en 1832. Voilà. Alors que là, depuis, je dirais, une génération ou plus, depuis 30 ans, 40 ans, le mot zombie, il est apparu dans le français de France, avec un sens. Et il y a beaucoup de films sur les zombies, c'est ce qui a permis, qui a donné à ce mot une célébrité, je dirais, donc qui a contribué. Ce sont les films qui ont contribué à la déterritorialisation de ces mots. Oui, ce qui veut dire? Ce mot a voyagé, il est partout, voilà. D'accord, comme ça on comprend. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zombie en Haïti? Un zombie, c'est vraiment complexe. Bon, déjà, on va dire ce que disent les dictionnaires à propos du mot zombie. Bon, par exemple, le petit Robert, glosant, c'est ce mot de cette manière. Zombie, nom masculin, mot créole, fantôme, revenant. Fantôme, revenant. C'est des sens, voilà, qui ont quelque chose à voir avec la réalité, mais ces sens-là ne reflètent pas totalement la complexité de la réalité, donc toute la richesse culturelle du mot zombie. Il y a le trésor de la langue française qui a proposé cette définition, mais qui l'a glosé de cette manière. Et zombie, dans les croyances populaires créoles, antillaises, revenant, qui est au service d'un sorcier, voilà, fantôme, d'un mort, ou revenant, qui est au service d'un sorcier. Maintenant ce que vous pensez de ce mot de zombie, après qu'on a vu ce qu'en pense le Robert et le trésor de la langue française. Alors, quelle est votre opinion? Qu'est-ce que c'est un zombie? Mais ça a rapport à des croyances. Donc, est-ce que moi, je crois à l'existence des zombies? Oui, il y a des zombies. Parce que les guérisseurs, il y a aussi des acquéreurs de zombies qui peuvent transformer des morts en zombies, comme on dit, ou bien transformer des vivants en zombies. C'est-à-dire que ils utilisent une décoction de plantes, ça existe, il y a des plantes sorcières de la nature, et si on donne une décoction de ces feuilles et de ces plantes à une personne, cette personne va se retrouver dans un état cataleptique, dans un état zombifiant. Elle va devenir un zombie. Qu'est-ce que c'est qu'un état zombifiant? Zombifiant, c'est-à-dire que cette personne n'a pas de volonté, donc elle est au service de quelqu'un, voilà, d'un maître qui fait ce qu'il veut avec comme lui. Un genre d'hypnose. Oui, voilà. Donc on n'a plus de volonté propre, on est au service de quelqu'un d'autre. Et bien voilà, quand on dit un président zombie, un ministre en zombie, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre des décisions, de sérieuses décisions, voilà. Oui, d'accord. Il ne peut pas agir, donc, voilà. Même en Haïti, le mot de zombie a un sens figuré qui dépasse son utilisation dans les rituels du voodoo, en gros. Et c'est ce sens figuré qui assure une immortalité au mot zombie. On dirait toujours de quelqu'un, t'es un zombie, ça c'est évident. Parce qu'on n'est pas parfait. Tu fais, t'es un zombie, voilà. Et zombie, un enfant en bas âge, c'est un zombie. C'est-à-dire, il est innocent, il n'a pas de volonté, voilà, etc. Mais, je pense que, on sait qu'il y avait beaucoup d'esclaves d'origine congolaise en Haïti, à Saint-Domingue, de l'occupation française d'Haïti. Donc, il y a un chercheur, mais j'ai oublié son nom, qui a proposé les étymologies suivantes du mot zombie. Et d'abord, deux étymons congolais. Nzombi qui signifie diable. Il y a un second. Et Mvombi, qui signifie individu en état de catalepsie. Qui est dans un état cataleptique. C'est ça, la catalepsie? C'est-à-dire que la personne ne peut pas bouger, voilà. Et quelqu'un qui n'a pas de volonté, voilà, qui est figé, immobile, voilà. Et il y a un autre étymon angolais, et zombie, qui signifie revenant. Zombie. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance parfaite entre zombie et zombie. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est un calque, voilà. C'est-à-dire que l'école haïtienne, c'est une langue qui a subi beaucoup d'influence. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire que ce mot appartient en créole, voilà, que c'est sa propriété. Ouais. C'est une langue qui a subi beaucoup d'influence, voilà.
Et réécouter la danse des mots, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr. Alors, Oboyan Damus, est-ce qu'il y a d'autres mots du créole qui ont franchi la barrière de cette langue créole pour aller s'installer dans la langue française? Est-ce que la plupart des mots créoles qui ont fait ça viennent du vocabulaire justement de la religion, des rites, du vaudou pour faire simple? Effectivement, ces mots-là relèvent ou bien participent du vocabulaire magico-religieux, comme tu l'as dit. Par exemple, en Haïti, pour exprimer les croyances, les coutumes, les traditions de la culture haïtienne, il faut utiliser les mots indigènes, les thèmes locaux. Et c'est en créole qu'on trouve ces mots. C'est les créoles qui disposent de ces mots. Je vais donner un exemple. Les mots djok. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Moi-même, j'ai fait une recherche en 2008 sur cette maladie infantile. Djok. Parce que c'est une maladie infantile. Ouais, qui est relativement spécifique à Haïti. Djok. Ah oui. Je l'ai orthographié comme suit. Djok, D-J-O-K. Donc, j'ai adopté l'orthographe phonologique du créole. La djok, c'est quoi? C'est une maladie dont la causalité est multifactorielle. C'est-à-dire, il y a plusieurs causes. C'est ça que ça veut dire multifactoriel. Voilà, multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs causes à la maladie. Voilà. Donc, la maladie peut être transmise par la mère. On appelle ça djok maman. Par la grand-mère, djok grand-mère. Et par un individu incarnant un mauvais esprit ou une mauvaise âme. Ou bien par un loup-garou. Les loups-garous, voilà, c'est un mot français, donc, qui est très vivant en Haïti, voilà. Donc, on peut parler de la relativité, de la vitalité lexicale. Il y a des mots ici qui sont considérés comme des archaïsmes, alors qu'en Haïti, ces mots sont vivants, on les utilise, voilà. Alors, par exemple, un loup-garou, qu'est-ce que c'est? Un loup-garou. Et c'est quelqu'un qui C'est un homme? C'est une femme. Ah, c'est une femme. Mais c'est un humain. C'est pas un loup. C'est pas un animal. C'est bizarre, je sais pas pourquoi les loups-garous, c'est toujours des femmes, alors que en Haïti, les loups-garous c'est des femmes, voilà. Oui. Les loups-garous, c'est une femme, oui, dit-on, qui mange de la chair des bébés, voilà. Donc qui fait mourir les bébés et qui les transforme après la mort en une poule, en un animal quelconque, voilà. C'est ça les loups-garous. Et il y a beaucoup de croyances autour des loups-garous en Haïti. Oui. Il y a beaucoup de contes, de légendes qui font apparaître des loups-garous. Je crois que oui. Voilà. Bon. Parce que c'est une réalité. Je sais pas, donc. Je sais pas si c'est une réalité. Les gens y croient. Mais c'est un mot qui est important. Et oui, effectivement, dans les villages, en tout cas. Dans les villages, il y a beaucoup de femmes qui font l'objet d'une suspicion, plus ou moins généralisée. Et il y a des loups-garous notoires. Notoires. Qui sont connus, voilà. On dit celle-là, c'est un loup-garou. C'est un loup-garou, voilà. Des loups-garous marqués, stigmatisés, voilà. Et il y a des représailles. Et les gens font attention, parce que pour éviter la djok loup-garou, la djok provoquée, qui est provoquée par les loups-garous, non, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent l'enfant chez un guérisseur. Donc, qui réalise pour cet enfant un rite préventif. C'est-à-dire, des rites de prévention contre la djok loup-garou. Bain de fer, etc. Comment dites-vous? Des rites préventifs, ou bien des rites de prévention contre la djok loup-garou. C'est-à-dire que pour empêcher, parce que comment les loups-garous transmettent la djok à l'enfant? Eh bien, il regarde l'enfant, en regardant l'enfant, il avale sa salive. C'est ce que j'appelle anthropophagie symbolique, voilà. Anthropophagie symbolique, voilà. C'est-à-dire que en le regardant, il le mange. On a l'impression qu'il mange l'enfant. Voilà. Alors, une autre question maintenant, Oboyan Damus. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Haïti, il y a beaucoup de mots créoles qui n'ont pas de rapport avec la religion, avec le rituel, avec le vaudou, mais qui sont très présents dans le français? Parce qu'ils représentent peut-être des réalités, des plantes, des animaux, des réalités du climat, des réalités des habitudes sociales, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont particulières.
Donc, il y a surtout des archaïsmes. Les archaïsmes, c'est-à-dire des mots et de l'ancien français, du français colonial. Ces mots-là, on ne les trouve pas, on ne peut pas les trouver facilement dans le dictionnaire français. Ils se sont évaporés de la langue française parlée en France et ils sont restés en Haïti. Dans le vocabulaire du français d'Haïti, ces mots sont vivants, sont dynamiques, voilà. On les utilise. Par exemple, c'est les mots matelote. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matelote? Pour moi, c'est une façon de préparer le poisson. Non, pas du tout. Ah bon? Eh bien, une matelote, les flibustiers français formaient au départ, et à l'arrivée en Haïti, sur l'île de la Tortue, ils formaient une association. Une association, ça c'est d'après Moreau du Saint-Emery, un grand historien, voilà, de l'époque coloniale. Les membres de cette association s'appelaient matelots. Ah oui. Matelots. C'était donc des membres de ces associations de flibustiers. Voilà. Les flibustiers ils s'appellent mutuellement matelots. Ouais. Et les flibustiers, c'était des genres de pirates. Oui. Ouais. Donc ça dit que matelot, c'est un mot très ancien, c'est un palérologisme. C'est un mot très ancien. Le mot, sans employer des mots aussi savants que paléologisme, le mot matelot, il est très courant en français. Un matelot, qu'est-ce que c'est? C'est un marin. C'est un marin pas très qualifié. C'est pas le capitaine, c'est pas le second. C'est celui qui lance les bouts, qui lance les voiles. Par exemple, en Haïti, si quelqu'un te dit que tu es mon matelot, mais si tu dis que tu es mon matelot, c'est qu'on partage la même femme, voilà. Les femmes matelotes, c'est des femmes qui partagent le même mari. Des matelotes. Ah oui, ça je savais pas, par exemple. Ça, c'est en France, c'est pas très courant. Donc ça dit, c'est un néologisme sémantique pour vous. Ça acquiert un sens nouveau en Haïti, voilà. Un sème, c'est un sens? C'est un sens, une unité de sens, un sème. D'accord. Voilà. Alors, d'autres mots, Aubryon, qui, là aussi, ont quitté le créole pour s'installer en français. Et il y en a beaucoup. Par exemple, il y a onsi. C'est le mot onsi, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un onsi? Mais onsi, c'est un mot qui relève du vocabulaire vaudou, voilà. Donc, onsi, c'est une femme. C'est une femme qui danse et qui chante à l'occasion des cérémonies vaudouex, ou des cérémonies vaudou, voilà. Et ces femmes-là savent bien habiller, s'habillent à 4 épingles, voilà, portent une uniforme. On dit elles s'habillent à 4 épingles. J'ai dit, c'est ce que j'ai vu d'après les vidéos. Mais ça aussi, c'est une expression qui est bien, qui sent bien son Haïti. En France, on dit plutôt, elles sont tirées à 4 épingles. Tirées à 4 épingles, voilà. Et en Haïti, on dit, elles s'habillent à 4 épingles. On peut s'habiller à 4 épingles, tirées à 4 épingles, voilà. Et donc, on est habillé comment quand on est habillé à 4 épingles en Haïti? Eh bien, on est très chic, hein, et Qu'est-ce qu'on a, par exemple? On accroche l'attention, voilà, donc on porte un habit propre, hein, et puis on est propre, on a le corps très propre, voilà. C'est-à-dire, on s'accoutre d'une façon un peu bizarre. On dit s'accoutrer pour dire bien s'habiller. Oui, on s'accoutre, c'est-à-dire on s'habille d'une façon bizarre, on s'accoutre. Oui. Et donc les onsis sont accoutrés de façon particulière pour c'est des chanteuses et des danseuses, des chanteuses et des danseuses, voilà. Donc elles travaillent pour les Ongans ou pour la Mambo. Et où est-ce qu'elles se produisent? Dans quels endroits? Oui. Eh bien, ces gens-là, on les trouve chez les Ongans dans les renforts ou dans les péristyles. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un péristyle? Parce que ça, c'est un mot qui évoque l'architecture antique. On pense aux Romains, on pense aux Grecs quand on parle de péristyle en France. Mais en Haïti, c'est très fréquent. Oui. Qu'est-ce que c'est? En Haïti, on dit péristyle, amphore ou bien badi. Badi, c'est le bureau du Rongan, c'est les deux corps. Et dans le badi, on trouve, ça dit tous les produits magico-religieux, voilà, tous les produits ethnopharmaceutiques, voilà. Et il y a aussi des tableaux, etc. Parce que les vaudous, c'est une pratique très complexe, hein, et qui relève à la fois de la médecine, de la peinture, de la musique, des beaux-arts, etc. Et comme l'a si bien dit Michel Léris dans sa préface du livre d'Alfred Métro, le vaudou haïtien, voilà. C'est ça le péristyle. C'est là où le Ongan tu reçois, etc. Et tu vois tous ces produits, toutes ces choses. Voilà. Et on emploie ce mot péristyle uniquement pour le Ongan. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Ongan, il n'a pas de péristyle. Il a une maison, il a un bureau, mais il n'a pas de péristyle. Il n'a pas de badji, il n'a pas de renfort. Oui. Et c'est dans ces péristyles donc que se produisent les onsis. Comment ça? Pour organiser une cérémonie, oui, effectivement, c'est autour du péristyle, voilà, autour du renfort, voilà, on trouve les onsis. Autour du quoi? Du renfort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un synonyme. Ah oui. De péristyle, renfort ou bien badji. Il y a aussi des variations lexicales. Ouais. Alors un dernier mot sur le type de danse que dansent justement ces onsis, comment on les appelle? Ou le type de chant qu'elles chantent?
Est-ce qu'il y a des noms spéciaux pour les désigner? Et non, il n'y a pas un mot pour désigner comme ça, ce type de danse, il n'y a pas de mot, à mon avis. Elle danse, voilà, je ne sais pas. Mais il y a des chansons, ouais. Il y a des chansons, ouais. Alors, un dernier mot avant qu'on se quitte, Aubryan, qui s'emploie en français d'Haïti et qui sont particuliers à Haïti. Par exemple, potomitan. Potomitan. Alors, le potomitan, c'est quelque chose dont on est peut-être un tout petit peu plus familier parce qu'aux Antilles françaises, on parle souvent, en Guadeloupe, en Martinique, de potomitan. Mais qu'est-ce que c'est que le potomitan? Mais le mot mitan, c'est un archaïsme du français, donc un mot du français colonial. Et qu'est-ce que ça veut dire? Milieu. Potomitan, poteau du milieu. Le potomitan, c'est le poteau du milieu. Donc, dans les renforts, dans les péristyles, il y a un poteau mitan. Et dans ce poteau, c'est un poteau, je dirais, magique, hein, voilà, un poteau qui est divinisé, voilà, qui habite des esprits, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel poteau. On ne peut pas profaner ce poteau-là, on ne peut pas le profaner. Et c'est un poteau qui a une signification magique un peu? Oui, on a un poteau mitan. Un grand poteau, voilà. Ouais. Donc, voilà. Et est-ce qu'on trouve des poteaux mitans chez les gens ou bien simplement non, seulement chez les Ranga. D'accord. Donc si quelqu'un possède un poteau mitan, c'est qu'il est guérisseur. Donc c'est un signe, voilà, et indicatif de son métier. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Aubryan Damus de nous avoir dit tout ça. Sur le français d'Haïti, on en sait aujourd'hui beaucoup plus grâce à vous qui aviez bravement endossé les habits du sapeur, puisque c'était le jour des sapeurs du français dans la danse des mots, une émission proposée par RFI et le Centre national de documentation pédagogique. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar. Et merci Yvan Amar de m'avoir invité à votre émission. C'est un plaisir. Ciao.